Allez, c'est parti. On va commencer pour éviter de prendre trop de retard sur l'horloge. Merci à vous de participer à ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, vous êtes invité à poser d'éventuelles questions sur le chat. On les traitera en fin de présentation. Alors aujourd'hui, le thème de notre webinaire concerne l'engagement actionnarial. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi spécifiquement ce thème? C'est parce que il nous apparaît que c'est vraiment la pratique montante en ce moment sur la place de Paris. On voit les investisseurs responsables français s'y intéresser de plus en plus. Et donc, on trouvait que c'était un moment de marché intéressant pour vous en parler parce que nous, pour le compte de nos clients chez Etifinance, on réalise des actions de dialogue actionnarial depuis déjà plusieurs années. Et c'est une action qui aujourd'hui nous apparaît, une pratique d'investissement responsable en tout cas, qui nous apparaît pour l'instant bien moins normalisée que peuvent l'être les politiques d'exclusion sectorielle ou encore la sélection ESG, le best in class, le best in universe. On est à un moment de marché où les acteurs nous apparaissent être encore en train de chercher la bonne voie pour mener un dialogue actionnarial efficace. Alors, très humblement, on n'a pas la réponse à cette question de façon autoritaire, mais on a quand même une certaine expérience sur le sujet et on trouvait ça intéressant de partager ça avec vous. Alors, vous allez voir que c'est une vision du dialogue actionnarial. C'est celle que l'on propose, c'est celle que l'on promeut dans nos services, mais n'hésitez pas d'ailleurs à réagir là-dessus. On voit plein d'autres initiatives avoir lieu sur la place sous des angles assez différents de celui qu'on propose et ils sont pas moins pertinents. Très rapidement pour présenter l'équipe qui vous anime ce webinaire. Donc, vous avez la chance d'avoir Diane Vignalou qui va prendre la parole juste après moi sur le vrai, sur le contenu. Diane est la personne qui, chez nous, anime toutes les activités d'active ownership, donc de vote, d'engagement, de dialogue. Voilà. Et donc, moi qui dirige l'équipe de recherche et de conseil d'Etifinance. Alors, Etifinance, on a consulté la liste des inscrits. Je crois que quand même beaucoup de gens nous connaissent bien, donc on ne va pas s'appesantir. Diane et moi, on travaille dans le pôle investisseur. On travaille dans cette division qui travaille pour des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, des banques, et qui produisent soit des activités de conseil tout au long de la chaîne de l'investissement responsable, soit de la recherche, et notamment sur des classes d'actifs. Alors, beaucoup de vous nous connaissez bien. Il y a Gaia Rating, l'agence spécialisée sur les PME. Il y a OneTrack, son homologue sur le non-coté. Voilà, les activités de Diane prennent place dans ce pôle investisseur en tant que service. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de toute la segmentation des services que propose Diane parce que c'était pas l'objet de faire de la publicité aujourd'hui. Simplement vous dire que vraiment, c'est ce retour d'expérience qu'on va vous faire, il est pertinent pour l'ensemble des services que propose Diane et ses équipes, que ce soit de l'engagement dédié, ciblé ou des initiatives d'engagement collectif. Là, on va vraiment explorer les déterminants qui font que l'acte de dialogue est efficace, au sens où il a un impact, il a amené un élément de réponse important, il n'est pas resté pour ce qu'il est dans quelque chose de stérile. Voilà, je vais rendre la main à Diane qui va vous emmener du coup dans le contenu de cet actionnariat actif. Bonjour à tous, merci Pierre pour cette introduction. Donc notre présentation aujourd'hui sur l'engagement actionnarial se déroulera en 3 temps. Donc tout d'abord, on va introduire et situer l'engagement actionnarial dans les pratiques d'investissement socialement responsable. Ensuite, nous vous présenterons les différentes étapes dans la conduite d'une action d'engagement. Et enfin, nous vous présenterons une étude de cas. Donc, pour commencer, l'engagement actionnarial fait partie intégrante de l'investissement socialement responsable, qu'on peut traditionnellement séparer en deux grandes pratiques et typologies. Donc, tout d'abord, l'incorporation des critères ESG dans les décisions d'investissement, donc qui passe par l'intégration des facteurs ESG dans la sélection des investissements, par l'exclusion en fonction des activités ou des pratiques des entreprises, et par l'investissement thématique qui cherche à contribuer à un objectif environnemental ou social spécifique. Et il y a cette deuxième partie dont on parlera aujourd'hui qui
est l'active ownership et qui comprend à la fois donc l'engagement actionnarial qui rassemble plusieurs pratiques, donc notamment le dialogue avec les émetteurs sur les enjeux ESG pour mieux comprendre ou avoir accès à plus d'informations sur leur démarche RSE, qui peut être réalisée donc soit individuellement, soit collectivement, mais également d'autres pratiques comme le dépôt poser des questions en assemblée générale ou encore faire des allocutions publiques sur les attentes face aux émetteurs. Et donc, nous, chez Finance, on préfère l'approche de dialogue plutôt que d'engagement. C'est un terme qui fait un peu moins confrontation et qui correspond à notre approche constructive face au dialogue. Et il y a une autre partie donc de l'active ownership qui correspond à l'exercice des droits de vote et donc à l'intégration des critères ESG dans les décisions de vote et également aux propositions de résolution ESG en assemblée générale. Et donc cette deuxième partie de l'active ownership correspond au principe numéro 2 des principes pour l'investissement responsable, qui invite les investisseurs à intégrer les facteurs ESG dans leurs pratiques et leurs politiques d'actionnaire. Pour vous donner une idée de ce que ça représente aujourd'hui, l'active ownership, donc selon le rapport Eurosif de 2018, en 2017, les pratiques d'engagement actionnarial et de vote portaient sur 4 900 milliards d'euros en Europe, et, ce qui représente un taux de croissance moyen entre 2009 et 2017 d'environ 14%. Et donc, on voit que c'est une pratique qui convainc de plus en plus. Et on note toutefois quelques disparités géographiques. Donc, ce sont des pratiques qui ont été davantage utilisées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et notamment en Suède, parce que ce sont des pays et des cultures qui sont traditionnellement plus actives dans l'actionnariat. Et enfin, pour finir cette introduction, quelques mots sur le cadre réglementaire. Donc, au niveau européen, la directive droit des actionnaires 2 encadre l'engagement des actionnaires, sachant que l'engagement des actionnaires au niveau européen, ça signifie à la fois l'engagement et le dialogue et l'exercice des droits de vote. Donc, l'objectif de cette directive, qui a été transposée en droit français par la loi Pacte, c'est de développer un actionnariat à long terme au sein de l'Union européenne. Et donc, dans une logique comply or explain, les investisseurs doivent ex ante élaborer et rendre public leur politique d'engagement des actionnaires, donc de dialogue et de vote, son intégration dans leur stratégie d'investissement et également les moyens alloués. Et ex post, les investisseurs doivent publier des informations sur la mise en œuvre de la politique d'engagement et des droits de vote. Donc ça, c'est le cadre réglementaire large. Et en France, le label ISR, qui vise à rendre plus visibles les produits d'investissement responsable, a permis de développer finalement les pratiques d'engagement dans la mesure où le pilier 4 du référentiel exige des investisseurs qu'ils aient une politique d'engagement et de vote, qu'il publie également les moyens alloués à son application et également qu'il explicite leur cohérence avec la recherche d'impact ESG du fonds. Et en 2020, on comptait 395 fonds labellisés qui représentaient 150 milliards d'euros d'encours. Donc finalement, ce cadre réglementaire pousse de plus en plus les investisseurs à se positionner par rapport à l'engagement actionnarial et permet également son développement. Donc maintenant, nous allons vous présenter les différentes étapes dans la conduite d'une action d'engagement. Donc, la première étape consiste en l'identification et le choix des sujets. Donc, pour ça, il y a plusieurs sous-étapes qui sont notamment définies dans les politiques d'engagement actionnarial ou dans les politiques de vote des investisseurs. Donc, premièrement, il y a plusieurs approches que l'on peut mettre en œuvre dans une démarche d'engagement. Il y a une approche qu'on appelle proactive et qui consiste en faire progresser les émetteurs et les entreprises sur des sujets ESG ou alors à obtenir plus de transparence sur certains indicateurs. Donc ça, c'est une approche proactive. Et une approche réactive qui s'appuie sur l'implication dans une controverse
pour nouer le dialogue avec une entreprise, notamment pour comprendre sa capacité de réponse et les actions correctrices mises en œuvre. Donc, cette approche permet également d'identifier les entreprises à engager, car selon le thème choisi, si on imagine par exemple une action d'engagement sur la chaîne d'approvisionnement du coton, donc il y a à la fois des enjeux sociaux et environnementaux, on peut donc choisir des entreprises parce qu'elles sont exposées à ce sujet donc de fait de leur activité. Donc typiquement, on peut penser au secteur du textile, mais également on peut identifier des entreprises qui surperforment ou qui sous-performent sur ces sujets-là ou sur ces indicateurs et qui nous permettent donc d'identifier les entreprises à engager. Et concernant l'approche réactive, on est donc dépendant en quelque sorte de l'implication dans une controverse. Ensuite, vu que cette approche qui est quand même assez large nous laisse avec beaucoup de sujets potentiels d'engagement, les investisseurs peuvent se focaliser sur certaines thématiques en lien avec notamment leur politique ESG. Et il peut s'agir donc du changement climatique ou alors des droits humains et finalement de à peu près n'importe quel sujet ESG ou objectif de développement durable. Et enfin, sachant que l'engagement est quand même une pratique qui nécessite beaucoup de temps et de ressources, on peut également définir des paramètres qui feront qu'on rend certains thèmes prioritaires. Donc, par exemple, le poids d'un émetteur dans des fonds, ou alors l'implantation géographique également de l'entreprise, dans la mesure où, en tant qu'investisseur français, souvent on imagine qu'il est plus facile d'engager des émetteurs français parce que du coup il y a plus de chances qu'on soit plus proche, etc. Donc voilà, une fois qu'on a identifié les sujets et qu'on a choisi les sujets d'engagement, on passe à la préparation de la démarche. Donc cette préparation s'effectue en 2 temps. Premièrement, donc il y a une étape assez longue de recherche qui nous permettra ensuite de définir notre approche d'engagement. Donc, les recherches sont très importantes dans la mesure où elles permettent d'avoir une bonne connaissance à la fois de la thématique d'engagement, mais également de la position de l'entreprise qu'on engage. Donc, pour ça, on va passer en revue à la fois la documentation publique de l'émetteur, donc le rapport annuel, le rapport RSE, des politiques d'approvisionnement, par exemple, le code de conduite, etc. On peut également revoir la presse et les rapports d'organisations internationales ou d'ONG, parce que c'est de l'information qui viendra enrichir notre approche de la thématique. Et grâce à ces recherches, on va pouvoir identifier les sujets sur lesquels on nécessite plus d'informations, où on estime que finalement il y a peut-être des zones qu'on aimerait bien éclaircir. Et grâce donc à ces sujets, on va pouvoir également se fixer des objectifs pour notre démarche d'engagement, pour savoir finalement ce qu'on attend de l'émetteur dans le dialogue. Et on va donc définir nos questions. C'est une étape qui est également un petit peu qui est très importante, car elles doivent être à la fois suffisamment précises pour avoir une réponse ciblée de l'entreprise et également argumentée et pertinente pour ne pas être renvoyé au rapport annuel ou à de la documentation publique. Donc c'est une étape qui va finalement définir après la qualité et la pertinence du dialogue que l'on aura avec les émetteurs. Donc après avoir défini les questions, on prend contact avec l'entreprise. Donc en général c'est par email et ensuite donc là c'est une partie de l'engagement qu'on ne peut pas forcément prévoir. Donc ce sera des réunions ou alors des conférences téléphoniques permettant donc d'avoir noué le dialogue et d'avoir des réponses à nos questions.
Et donc après cette partie de dialogue avec l'émetteur, on peut évaluer les résultats que notre démarche a eu. Et cela, donc il y a des résultats inégalement satisfaisants qui peuvent donner à des intégrations différentes. Donc déjà, l'engagement actionnarial, on considère que ça a finalement un impact quand c'est intégré d'une manière ou d'une autre aux décisions d'engagement ou alors à l'évaluation ESG des émetteurs, dans la mesure où un engagement effectué vraiment en silo peut générer assez peu d'impact. Après, c'est vraiment une partie qui appartient à l'investisseur et simplement les éléments acquis pendant le dialogue enrichissent l'évaluation ESG va également indirectement enrichir le processus de gestion. Donc, dans les différents résultats qu'on peut avoir, on peut penser à la rédaction ou à l'amendement de certaines politiques de l'émetteur, où l'émetteur a décidé de faire évoluer ses pratiques pour davantage coller aux standards de marché, ou également de rendre certains indicateurs publics, soit parce que il a décidé de les collecter, ou alors parce qu'avant ils étaient collectés mais non publiés. Et d'autres résultats moins satisfaisants peuvent être finalement l'émetteur n'a pas répondu, ou alors les réponses ne nous ont pas semblé pertinentes. Et il y a différentes manières de l'intégrer, donc qui sont prévues dans les politiques d'engagement actionnarial ou dans les chartes ESG, et qui vont à la fois de simplement l'enrichissement de l'évaluation ESG à des décisions de gestion. Donc, la valeur peut rester en portefeuille ou non. On sur- ou sous-pondère l'investissement dans la valeur. On peut imaginer aussi geler la position, désinvestir ou carrément exclure la valeur. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment des décisions qui appartiennent aux investisseurs. Donc voilà pour les différentes étapes. Et on voulait partager quelques facteurs de réussite qu'on a pu identifier dans les différentes expériences d'engagement qu'on a eues. Donc premièrement, il faudrait cibler des thèmes ESG qui sont matériels à l'entreprise et donc qui sont source de risques et ou d'opportunités pour l'entreprise. Parce que plus le thème est matériel, plus la chance de réponse est élevée et la qualité du dialogue également plus importante. Ensuite, il faut également ne pas sous-évaluer le temps passé sur les recherches, dans la mesure où les recherches permettent vraiment de poser des questions qui sont précises et pertinentes et qui vont conditionner la qualité du dialogue. Et il faut également démontrer une bonne connaissance à la fois de l'enjeu dont on discute et de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et enfin, il faut donc, dans la mesure du possible, adopter une approche constructive face à l'émetteur, en promouvant le progrès plutôt qu'en montrant du doigt certaines pratiques. Donc, c'est vraiment pour que ce soit un dialogue finalement à double voie, donc à la fois l'investisseur a plus d'informations sur les émetteurs, mais les émetteurs également en apprennent davantage sur les attentes des investisseurs et notamment des investisseurs ISR. Donc cela permet d'avoir finalement un peu du gagnant-gagnant. Donc on va maintenant vous présenter une étude de cas. Donc c'est pour vous remettre l'étude de cas en contexte. Donc c'est sur l'extraction du mica en Inde. En mars 2016, l'ONG Terre des Hommes a publié un rapport sur l'extraction du mica en Inde et le travail des enfants dans des mines d'extraction du mica en Inde. Et donc le mica, c'est un minéral qui est présent dans beaucoup de produits électroniques, mais en toute petite quantité. Donc il est rarement, il passe un peu en dessous des radars dans les politiques d'approvisionnement. Et donc Equifinance a été mandaté par un investisseur pour
engager le dialogue avec 2 entreprises qu'il avait en portefeuille. Et dans un objectif à la fois donc d'avoir davantage d'informations sur comment les entreprises étaient en capacité de répondre à cette problématique, et également pour l'investisseur, ça permettait d'assurer le respect de sa politique d'investissement socialement responsable. Et donc, dans cette étude, dans cette étude de cap d'engagement, on a interpellé ces 2 entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'était un thème ESG matériel dans la mesure où la loi sur le devoir de vigilance venait d'être adoptée. Et donc, c'était une opportunité d'interpeller les entreprises sur leurs pratiques en amont dans leur chaîne d'approvisionnement. Et malgré le fait que les risques opérationnels et juridiques étaient relativement limités pour ces 2 entreprises, il y avait un risque réputationnel très élevé vu que le travail des enfants a une charge émotionnelle assez importante, et s'il y avait c'était une étude reprise dans la presse, ça aurait pu avoir des risques réputationnels importants. Ensuite, nous avons mis l'accent sur les recherches pour remonter finalement toute la filière d'approvisionnement du MICA, qui est assez longue et assez complexe, et qui nous a permis d'identifier des fournisseurs qui avaient probablement recours au travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de ces 2 entreprises, et donc de porter ça à la connaissance des entreprises. Et enfin, nous avons eu un dialogue, une approche constructive face au dialogue, dans la mesure où on a mis en avant les risques pour les entreprises de cet approvisionnement, et on a mis en évidence des pratiques qui n'étaient pas forcément connues. Donc voilà les facteurs qu'on a trouvés, donc facteurs de réussite pour cet engagement. Et finalement, donc on a eu un dialogue intéressant avec Nexence, et ces deux actions d'engagement ont donné lieu à des décisions de gestion de la part de notre client. Donc voici pour cette présentation sur les démarches d'engagement. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Pierre-Yves qui va répondre à vos questions. Oui, tout à fait. Alors, on a des gens très actifs sur le chat. Alors, je vais commencer par traiter les questions d'Emmanuel. Emmanuel nous pose la question de savoir ce qu'est la différence entre ce que proposent tes équipes, Diane, et ce que proposait une agence comme Proxinvest sur la place parisienne. Et donc, j'ai commencé à y répondre dans le chat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, on propose des services assez complémentaires. Vous l'avez compris, sur toutes les notions d'actionnariat actif au sens des PRI, vous avez différents lieux d'intervention. L'Assemblée générale en est un, et c'est typiquement là que va beaucoup intervenir historiquement une agence comme Proxinvest, qui fait une analyse systématique des résolutions en AG et qui propose à ses clients une plateforme d'exécution des votes. Et nous qui avons fait le choix de proposer un service plutôt complémentaire en dehors des AG, où il s'agit d'interpeller les entreprises de façon ouverte sur un sujet précis, bien documenté, mais en dehors de l'Assemblée générale. Donc, on n'est pas vraiment sur le même segment que Proxinvest, et je dirais même que c'est assez complémentaire. Alors, je vais traiter la deuxième question d'Emmanuel dans la foulée, parce qu'elle est, pareil, elle est assez, elle est très centrée sur ce que propose Etifinance. Vous l'avez compris, Diane, ce qu'elle vous suggère, c'est que les facteurs d'efficacité de la démarche de dialogue, ce qui est vraiment le thème de notre webinaire aujourd'hui, ils relèvent d'une documentation extrêmement soignée et précise de ce qu'est la problématique de responsabilité sociale sur laquelle on discute, d'un travail de documentation de tout ce que l'entreprise est déjà capable de fournir d'informations sur le sujet, et après, une relation très constructive, très fine. Autrement dit, c'est une action que nous, on juge efficace, mais qui est très coûteuse. Nous, c'est clairement sur toute la chaîne de l'investissement responsable, c'est là où on met le plus d'intelligence, le plus de valeur ajoutée, c'est sur ces actes de dialogue actionnarial. Alors, l'intérêt pour nous d'arriver à le mutualiser entre différentes sociétés de gestion,
c'est éminemment stratégique, c'est pour permettre à de plus en plus d'investisseurs et de sociétés de gestion de pouvoir se lancer dans cette démarche, mais dans des conditions de ressources qui soient contenues. Donc, ce que proposent les équipes de Diane, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement, c'est de rassembler différentes sociétés de gestion, différents investisseurs, autour d'une problématique de responsabilité sociale. Et donc, au lieu de se présenter à une entreprise comme étant mandatée par une société de gestion, elle représente un collectif de sociétés de gestion qui cherchent la même qualité d'information. Voilà, donc c'est en ce sens qu'on parle d'engagement mutualisé. Alors, j'avais une question de Jean-Florent Rérol que je trouvais particulièrement intéressante et qui dit « À qui parlez-vous dans l'entreprise ?» Et alors ça, typiquement, quand on parle d'efficacité, quand on parle d'impact réel de la démarche de dialogue, on réfléchit à cette question à deux niveaux. Nous, notre tout premier souci, c'est de trouver l'interlocuteur qui va faire que les portes du dialogue vont s'ouvrir en grand. Et là, si vous voulez, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à convaincre des gens de suffisamment haut niveau dans l'entreprise que cette démarche est importante et que la problématique est importante pour que derrière, l'entreprise mette à disposition suffisamment de ressources pour que le dialogue ait lieu. Et là, évidemment, la grande force d'Etifinance, c'est de s'appuyer sur son réseau historique et sur les relations qu'on entretient avec les entreprises dans tout le cadre de nos activités de notation. C'est pour ça, quand Diane vous a évoqué les entreprises côté française, c'est des entreprises qui nous connaissent très très bien, parce qu'à travers notre agence de notation Gaia Rating, on dialogue déjà de fait avec elles de façon extensive chaque année. Elles nous font confiance, elles savent tous les efforts qu'on essaye de mettre en place pour que le rapport entre entreprises et investisseurs soit intelligent autour de ces problématiques de responsabilité sociale qui se sophistiquent. Donc, si vous voulez, nous, vraiment, le premier enjeu, c'est d'arriver finalement à atteindre quelqu'un d'assez haut niveau pour que les conditions du dialogue soient là. Mais une fois que les portes sont ouvertes, là, on va chercher assez rapidement à atteindre la bonne fonction opérationnelle, la bonne personne responsable du sujet que l'on traite, parce que, si vous voulez, ce qui va faire un engagement efficace, finalement, c'est aussi une notion d'impact. C'est aussi une notion de est-ce que l'attente que vous avez clairement exprimée en tant qu'investisseur a été satisfaite? Et si vous ne voulez pas vous en tenir à un exercice de communication, il faut arriver à exprimer des attentes précises, claires. C'est typiquement ce que vous a démontré Diane dans son étude de cas. Elle avait envers Nexence et Prysmian des attentes très précises. Mais typiquement, il fallait qu'on arrive à parler à un moment ou à un autre à la direction des achats. Et donc ça, c'est ce qu'on a obtenu à un certain moment de ce dialogue. Parallèlement, vous voyez, un autre cas qu'on peut exprimer publiquement, on a engagé des EHPAD françaises il n'y a pas si longtemps sur les conditions de travail dans les EHPAD. C'était déterminant pour nous de pouvoir accéder rapidement à la direction des ressources humaines, ce qu'on a pu faire assez vite aussi, dès le premier rendez-vous. Donc voilà, il y a vraiment deux niveaux. Il y a ouvrir les portes, et pour ça, il faut parler à des gens de très haut niveau de l'entreprise. Et puis après, il faut arriver à la bonne fonction opérationnelle pour qu'on puisse se parler pour de vrai, pour que ça reste pas en fait un exercice strictement de communication. Alors, j'ai une dernière question que je vais traiter, et puis après, malheureusement, j'inviterai les autres participants s'ils ont d'autres questions à nous contacter à la suite du webinaire. Jean-Florent encore nous demande si l'engagement est utile pour des investisseurs non ISR. Je trouve que c'est une question très intéressante, particulièrement dans ce moment de marché où l'ESG devient mainstream, parce que finalement, plus on avance, plus il y a une forme, plus l'ISR est en train de se diffuser et donc est moins, je trouve, de moins en moins marqué. Il faut savoir que clairement, les clients, les investisseurs qui mandatent Etifinance actuellement dans le cadre d'une démarche de dialogue comme celle-ci, c'est plutôt ce que Jean-Florent appellerait des ISR. C'est-à-dire, ils sont dans une optique de se dire je suis investi dans des entreprises dont les pratiques de responsabilité sociale évoluent, des nouveaux sujets émergent, j'ai des réponses plus ou moins claires, plus ou moins précises sur la façon dont elles abordent ces problématiques.
je suis par exemple signataire des PRI et donc je me suis engagé à être un actionnaire actif. Et donc, dans ce cadre-là, je vais réaliser ces actes d'engagement. Il y a une partie de nos clients qui raisonnent comme ça. Après, vous avez, et c'est sans doute la plus grande partie de nos clients, des investisseurs qui se disent cette problématique de responsabilité sociale montante. Vous voyez, par exemple, on a parlé des pratiques sociales dans les EHPAD. C'est un sujet complexe parce qu'en France, depuis quelques années, quand vous ouvrez la presse sur les EHPAD, elle n'est pas bonne. Il y a une dimension culturelle qui est assez lourde. On questionne les conditions dans lesquelles la dépendance de nos personnes âgées est gérée. Et donc, si vous voulez, avoir ces acteurs-là dans un fonds dit ISR, c'est pour certains investisseurs, en tout cas, une source de questionnement. Et donc, ce qu'ils cherchent dans cette démarche d'engagement, c'est plutôt des éléments de justification. Ils disent, oui, ils veulent pouvoir justifier qu'ils se sont inquiétés de la problématique et qu'ils ont ou pas obtenu des éléments de réponse satisfaisants de la part des entreprises. Et donc là, comme vous l'a dit Diane, on observe tout un tas de comportements face aux réponses apportées par les entreprises. On a, face à une même réponse, des investisseurs qui nous disent, très bien, ça me met à l'aise, je me saisis de cette justification ou de ces actions correctives ou de cette information complémentaire et je conserve l'entreprise dans le fond. Je trouve ça tout à fait justifiable. Et puis d'autres qui vont nous répondre non, ça me met pas à l'aise, je saurais pas. J'ai peur pour la réputation typiquement ISR de mon fonds. Alors pour les non ISR, Jean-Florent, je dirais que cet actionnariat actif, ces actes d'engagement, ils vont dans le même sens que l'intégration ESG ou que l'exclusion. C'est-à-dire que comme l'investissement responsable est progressivement en train de passer d'un univers de militants, de convaincus à la finance de façon très mainstream, on observe des points de convergence extrêmement nombreux. Donc évidemment, au fur et à mesure que les attentes sociétales se cristallisent sur le comportement environnemental, social, éthique des entreprises, ces sujets-là génèrent du risque. Et donc, porter à l'attention de l'entreprise un risque spécifique qui met mal à l'aise un investisseur, à terme, est quand même susceptible de prévenir certains risques. Et le cas de Nexens est une bonne illustration dans le domaine, puisque nous, le plan de devoir de vigilance de Nexens qu'on avait dûment étudié avant de contacter l'entreprise, n'incluait pas le mica comme une des matières les plus à risque pour des raisons tout à fait entendables. C'est-à-dire que d'abord, ils en utilisaient en quantité infinitésimale. C'est une filière d'approvisionnement qui est extrêmement complexe, qui est très longue, qui passe par des acteurs en Chine, en Corée du Sud, qui sont gigantesques, parfois plus grands même que les clients. Et donc, si vous voulez, ça a permis de faire remettre cette matière brute comme un élément prioritaire dans ce que devait surveiller l'entreprise. Et donc, clairement, ça a été un facteur de prévention de tout un tas de risques, bien au-delà de la notion de responsabilité ISR. Alors, écoutez, il est déjà 12h05. On va clore ce webinaire en l'état. On vous remercie beaucoup d'avoir participé aussi nombreux à cet échange. N'hésitez pas à nous recontacter. On vous enverra également le lien vers le webinaire. Vous pourrez revoir ces slides et l'intervention de Diane. Puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On sera ravis de les prendre bien au-delà du webinaire. Merci à tous. Merci, au revoir.